Bonjour, je vais débuter cette cours par le premier chapitre de cinquième unité qui est l'immunologie. Donc avant tout, on va débuter par une introduction. L'homme vit dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, dont beaucoup sont pathogènes, comme les virus, les bactéries. Voilà, pourtant c'est rare où l'être humain tombe malade. Cela suggère la présence d'un système de défense. Donc c'est pour cela. Pourquoi donc elle n'est pas tombée malade? Parce qu'elle possède un système immunitaire. On va voir maintenant quelles sont les questions qu'on va aborder au fur et à mesure de cette unité. Donc quelles sont les constitutions du système immunitaire? On va voir aussi comment il fonctionne, comment elle distingue entre le soi et le non-soi. Et bien sûr, on va voir comment il affronte le non-soi. Et enfin, quelles sont les défaillances ou bien les dysfonctionnements du système immunitaire. On va débuter par le premier chapitre, le soi et le non-soi. Avant tout, bien sûr, on va voir un rappel de ce que vous avez étudié dans les années précédentes, qu'il s'agit d'un milieu intérieur. Donc, le milieu intérieur est l'ensemble des liquides extracellulaires ou bien des cellules de l'organisme. Alors, comme vous voyez là, ce sont les cellules qui constituent, bien sûr, un tissu d'un organe. Voilà. Là, comme vous voyez, c'est une vaisseau lymphatique. Hein? C'est un vaisseau, et là, voici un vaisseau sanguin. Donc, le liquide interstitiel, donc c'est le liquide, bien sûr, qui entoure donc les cellules. On va voir donc bien le liquide, c'est le milieu intérieur. Il est constitué de deux milieux circulants qui sont donc le sang et la lymphe. Donc ces deux milieux, bien sûr, sont canalisés, présentent bien sûr des canaux. Voilà, comme vous voyez. Donc le système sanguin et bien sûr le système lymphatique. Et d'un milieu d'échange qu'on appelle le milieu liquide interstitiel. Donc vous voyez là, présente le système lymphatique, là le système sanguin. Et bien sûr, on a les cellules. Hein, et bien sûr, entre les cellules, on a la lymphe. Hein, ou bien, il y a aussi, c'est bien sûr le liquide interstitiel. Alors, donc vous voyez la différence entre ces deux systèmes, c'est bien sûr donc le système sanguin présente une pompe qu'on appelle le cœur. Et il y a aussi les artères donc qui apportent le sang donc du cœur vers les organes. Donc il est riche bien sûr en oxygène. Et bien sûr les veines, ce sont des vaisseaux qui apportent le sang qui est riche en CO2 des cellules vers le cœur. On voit le liquide qui s'échappe des capillaires sanguins. Voilà, c'est ça les capillaires sanguins. Donc un liquide s'échappe, yani qui خرج. Hein? Donc elle sort les capillaires sanguins, forme une partie du liquide interstitiel. Les vaisseaux lymphatiques absorbent le liquide interstitiel. Donc ce liquide qui sort donc des vaisseaux sanguins, bien sûr, il va être absorbé par donc les vaisseaux lymphatiques ou bien le système lymphatique absorbe le liquide interstitiel afin de prévenir l'œdème. Parce que donc c'est ce liquide qu'on va voir. Donc quels sont ses constituants? Donc pour prévenir l'œdème, c'est pour bien sûr déclencher une réponse immunitaire. Elle transporte aussi les protéines, les bactéries, les virus et les déchets cellulaires. Bien sûr, les bactéries et les virus, bien sûr, les déchets, essentiellement les bactéries, ce sont des organismes étrangers. Donc, voilà, aux ganglions et organes lymphatiques. Comme vous voyez là, ce sont des nœuds lymphatiques. Ça, le système lymphatique est constitué des vaisseaux lymphatiques, des nœuds lymphatiques et des ganglions lymphatiques. Alors, donc ces vaisseaux apportent donc ce liquide riche
en bactéries, virus et déchets vers donc les ganglions qu'on va voir leur position. La circulation lymphatique regagne finalement celle sanguine. Voilà, comme vous voyez là, c'est la point d'intersection entre les trois. Donc, les veines, les artères qui constituaient donc le système sanguin et bien sûr les vaisseaux lymphatiques. Hein. Alors, pour comprendre encore ce que ça veut dire le lymphe et le plasma, là, que vous voyez le vaisseau sanguin constitué des globules rouges que vous voyez qui baignent dans un plasma. Donc, ce plasma, bien sûr, il a la même composition hein, donc de la lymphe. La lymphe, bien sûr, elle est située hein, entre donc, des cellules que vous voyez là qui constituent un tissu. Alors, l'organisme, bien sûr, a développé des vaisseaux lymphatiques pour hein, apporter la lymphe vers les vaisseaux sanguins. Alors, comme vous voyez là, donc, le corps humain, donc c'est le cœur qui joue le rôle d'un pompe. Et donc, il est en relation avec les vaisseaux sanguins. Il y a aussi les canaux lymphatiques. Donc, les canaux lymphatiques, où bien sûr, on a des nœuds lymphoïdes hein, tout au long de l'organisme, bien sûr. Voilà. On va voir ces nœuds lymphatiques. Ce sont le siège des cellules du système immunitaire, comme vous voyez, comme on appelle les lymphocytes. Il y a aussi des lymphocytes à l'extérieur des lymphoïdes qui sont agglutinés sur, bien sûr, les cellules donc de cellules donc de l'organisme. On va voir le sang. Donc, le sang se compose de cellules flottantes dans un liquide aqueux qu'on appelle le plasma. Les cellules sanguines sont de deux types. Il y a le globule rouge, s'appelle encore les hémocytes, bien sûr les globules blancs, qu'on appelle aussi les leucocytes. Et enfin, bien sûr, on a les plaquettes, ne sont pas des véritables cellules, mais des fragments des cellules G. On va voir donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors, pour la composition du sang, on est constitué, vous voyez là, de 45% des globules rouges et moins de 1% donc, des globules blancs des plaquettes. Le 55% est constitué essentiellement de plasma, donc dont 90% d'eau et des ions, et le 10% c'est des ions et protéines, nutriments, bien sûr les déchets et les hormones. On va voir ce que ça veut dire le sérum. Le sérum est le plasma débarrassé des protéines de la coagulation qu'on appelle la fibrinogen. Donc le sérum contient des ions, des protéines, des nutriments et des déchets. Voilà. Alors, on va voir l'origine et diversité donc des cellules sanguines, l'origine de toutes les cellules sanguines. Donc, pour origine, bien sûr, c'est la moelle osseuse, hein, dans les os, comme vous voyez là. Elle contient, bien sûr, donc, la formation donc, des cellules souches totipotentes. Ce qu'on appelle les totipotentes, c'est polyvalent. Donc, c'est la cellule souche qui peut se développer en plusieurs cellules différentes. Donc, elle peut donner des cellules souches lymphoïdes qui peut se développer, bien sûr, à des cellules donc, qu'on appelle la lymphocyte P et lymphocyte T. Ces cellules totipotentes souches peuvent se développer à des cellules souches myéloïdes qui vont se développer à des basophiles, des eosinophiles et des neutrophiles. Ce sont bien sûr des cellules qui sont, on l'appelle polynucléaires, mais ce sont un seul noyau, mais il est lobé. C'est pour cela qu'il apparaît comme il y a plusieurs noyaux, mais c'est une seule noyau qui est lobé. Bien sûr, ces cellules C se développent en des cellules monocytes ou bien des macrophages. Monocytes qui vont donner des macrophages. Les macrophages, ce sont des belles amies qu'on va voir. Il y a aussi, bien sûr, les mégakaryocytes qui vont donc donner des fragments qu'on appelle les plaquettes. Ils ont un rôle dans la coagulation du sang. Enfin, il y en a donc les globules rouges que vous voyez de l'origine de ces cellules contient de noyaux, mais après il disparaît cet noyau, d'où bien sûr les fonctions donc de globules rouges dans le transport de fer. On va voir maintenant le soi et le non-soi. Qu'est-ce que c'est qu'un soi et non-soi? Donc on voyait un être humain là, donc le soi, ce sont donc correspond à l'ensemble des constitutions de l'homme.
tout ce qui constitue l'organisme appartient aux organes, cellules ou molécules résultant de l'expression de son génome. Le soi ne déclenche pas de réponse immunitaire. Bien sûr, parce qu'il appartient au soi. Bien sûr, c'est la traduction de génome de ce soi-là. Voilà, on va voir ce que ça veut dire le non-soi. Donc le non-soi, il peut bien sûr regrouper les allergies comme les poils de chat, acarien, poulain, les toxines, saumon, des protozoaires. Et il y a aussi les hémocystes d'un groupe sanguin non compatible. Voilà, donc les groupes sanguins. Il y a aussi les virus, les bactéries, c'est le greffon, les champignons microscopiques. Tout ça appartient au non-soi et constitué par l'ensemble des molécules étrangères de l'organisme, c'est-à-dire non codées par son génome. Bien sûr, le système immunitaire développe contre le non-soi des réactions ayant pour conséquent son élimination. Voilà, donc le non-soi, donc, il n'est pas codé par le génome de ce organisme. Bien sûr, donc cet organisme va développer une réponse immunitaire pour, bien sûr, éliminer donc cette danger. Le non-soi peut être exogène. Exogène, ça veut dire exo, c'est extérieur. Gène, c'est organisme, comme les bactéries, les virus, les parasites et les griffes. Ou bien endogène, endo, ça veut dire intérieur. Gène, organisme, nommé aussi un soi modifié. Donc, bien sûr, il appartient au début, il appartient en soi, mais il a été modifié, donc il est devenu non-soi après son modification. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire l'antigène et les termes antigénétiques. Voilà. Un antigène est toute molécule susceptible d'être reproduite comme étrangère à l'organisme non-soi. Il déclenche une réaction immunitaire spécifique contre elle. Voilà, donc on va laisser un antigène. Donc, ce sont des molécules étrangères d'un organisme, donc se qualifie de non-soi, qui peut bien sûr déclencher une réaction immunitaire. Mais on va voir qui déclenche exactement cette réponse immunitaire, ce qu'on appelle un déterminant antigénétique ou bien épitope, représenté par ce triangle vert. Une étude approfondie de la molécule d'antigène montre que seules certaines parties de la molécule peuvent déclencher une réaction immunitaire. Ce sont les déterminants antigénétiques ou épitopes. Voilà, comme vous voyez là, c'est l'antigène. Voilà, mais qui déclenche donc la réponse immunitaire, ce sont bien sûr ces molécules-là qui sont ancrées dans la surface extérieure de ces cellules. Voilà. Ils peuvent déclencher une réaction, ce sont les déterminants épitopes. On va voir la remarque que nos propres molécules pourraient déclencher des réactions immunitaires chez un autre individu, donc ce sont des antigènes. Donc, tout composé organique peut déclencher donc une réponse immunitaire, on peut le qualifier comme antigène. Comment le système immunitaire distingue entre le soi et le non-soi? Voilà, on va voir les marqueurs de soi. Donc, le système immunitaire différencie entre le soi et le non-soi, entre le soi et le non-soi grâce à des glycoprotéines qui se trouvent à la surface des membranes des cellules de l'organisme. Parmi ces nombreuses glycoprotéines, certaines sont des marqueurs de soi, parmi eux on distingue. Alors, le système immunitaire différencie entre le soi et le non-soi grâce à des glycoprotéines qu'on va voir. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les glycoprotéines. Donc, on l'a déjà étudié dans première année baccalauréat. Qui se trouvent à la surface de membrane des cellules de l'organisme. Parmi ces nombreuses glycoprotéines, certaines sont des marqueurs de soi. Parmi eux, on distingue. Pourquoi on le qualifie de Wassimètre DETI? Ce sont des marqueurs. Hein? Donc, pour donc se différencier, chaque cellule contient des marqueurs. Parmi ces marqueurs, il y a des marqueurs majeurs, des marqueurs tissulaires qui correspondent aux molécules de complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, مركب الرئيسي للتلاؤم النسيجي. النسيج, tissu, c'est histo, ça veut dire
tissu ou bien نسيج compatibilité ou تلاؤم توافق complexe majeur nommé HLA chez l'homme. Bien sûr, donc la première où a été découverte, c'est chez l'homme. C'est pour cela qu'on l'appelle humain leucocyte antigène, c'est ça. On distingue CMH1 de classe 1 et CMH de classe 2. Donc, c'est CMH2, bien sûr, pour les cellules nucléaires. On va voir donc où se trouve donc ces CMH. Il y a aussi des marqueurs secondaires. Donc, ce sont des glycoprotéines aussi qui déterminent les groupes sanguins. Donc, A et B et c'est pour les cellules anucléées. C'est ça, l'anuclé. Donc, les marqueurs secondaires, c'est pour les cellules anucléées, comme le globules rouge qu'on a vu. Et bien sûr, le CMH1 et CMH2, donc, c'est pour les cellules nucléées, qui contient non noyaux. Nucléé, ça veut dire que c'est noyau. Donc, vous voyez donc, une partie donc, de membrane plasmique. Il est constitué de deux couches. La membrane plasmique apparaît sous forme de deux bandes, bien deux couches sombres séparées par une bande claire. Il y a les deux bandes qui sont bien sûr sombres, donc séparées par une bande claire. Il contient aussi des glycoprotéines à la surface. Il y a aussi des protéines périphériques, pardon. Il y a aussi des glycolipides parce qu'il met donc une liaison entre les glucides avec les lipides. Là, c'est les protéines avec les glucides. C'est pour cela qu'on appelle glycoprotéines. Alors, comme vous voyez là, chaque bande de couche est constituée de deux pôles. Un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Donc, il est محب للماء et كاره للماء. Voilà. Document bien sûr représente la structure composition de la membrane plasmique d'une cellule animale. On va voir donc ces marqueurs majeurs qu'on appelle des molécules de CMH. Là, vous voyez donc une cellule. Alors, elle présente dans sa surface donc de membrane plasmique, donc les CMH1 et les CMH2. On va voir les CMH1, il est constitué de 3 donc chaîne peptidique qu'on appelle alpha 1, alpha 2, alpha 3, et une seule chaîne peptidique qu'on appelle P2N. P1 seul, comme vous voyez, donc une seule molécule qui est ancrée à l'intérieur, bien sûr, de cette cellule. Au contraire, les CMH2, alors, il est représenté par deux molécules qui sont ancrées. L'une présente les chaînes peptidiques bêta, l'autre chaîne peptidique alpha. Alors, comme vous voyez, pour les CMH1, il est présent chez quasiment tous les cellules nucléaires. Donc, كل خلية عندها النواة نلقاو في la surface ديالها donc les CMH1 وسمات الذاتي les marqueurs de soi. Et bien sûr, donc chez certains leucocytes ou bien des cellules immunitaires seulement qu'on trouve bien sûr ces CMH2. Voilà. Alors, donc c'est donc cellules qu'on appelle aussi des cellules présentatrices d'antigènes CPA. Donc le document C représente les répartitions tissulaires des molécules CMH1 et CMH2. Les molécules du CMH sont des protéines présentes sur toutes les cellules nucléaires, bien sûr. De l'organisme, on distingue deux classes de molécules CMH. Les molécules aux marqueurs de CMH1 se trouvent à la surface de toutes les cellules nucléaires, sauf les cellules germinales, donc bien sûr qui sont les spermatozoïdes et les ovules. Donc les molécules aux marqueurs de CMH2 se trouvent à la surface de certaines cellules immunitaires uniquement qui sont des cellules présentatrices de l'antigène qu'on appelle les macrophages ou même البلعميات, les cellules dendritiques et les lymphocytes. On va voir tout ça donc dans les chapitres présents qui suivent. On va voir maintenant, donc c'est une globule blanc, Coria بيضاء, et là, comme vous voyez, c'est les glucolipides, voilà, et les glucoprotéines, voilà, comme vous voyez, on a déjà vu. On va voir maintenant
les CMH2 et les CMH1, comme on a vu, bien sûr, ils constituent de 3 alpha, alpha 1, alpha 2, alpha 3, et voilà. Les loci de CMH. On a déjà vu, donc les loci, c'est le positionnement, hein, donc des gènes sur